Do not forget to subscribe to our channel. Au chantier naval de Hiroshima. Alors qu'il traverse un champ en direction de son lieu de travail, un bruit inhabituel vient troubler la quiétude des lieux. Interrompu par l'étrange vrombissement d'un avion, Yamaguchi lève les yeux au ciel. Dans le bleu d'azur, il distingue la silhouette d'un appareil passant au-dessus de la ville. Un minuscule objet se détache de l'aéronef. La curieuse forme chute lentement, suspendue à un parachute. Quelques secondes plus tard, le ciel s'illumine tout entier. Comme si un gigantesque éclair de magnésium s'était propagé au-dessus de lui. Un énorme bruit retentit. Yamaguchi a tout juste le temps de se jeter dans un fossé avant qu'une puissante onde de choc balaie les environs. Yamaguchi est soulevé dans les airs, comme pris dans une tornade, avant d'être projeté à plusieurs mètres de là. L'homme s'évanouit. Après avoir effectué un vol de 2500 km, un bombardier américain B-29 vient de larguer Little Boy, la première bombe atomique de la Seconde Guerre mondiale. Après 43 secondes de chute libre, l'arme d'un nouveau genre explose, 500 mètres au-dessus du cœur de Hiroshima. Une énergie colossale, équivalente à 15 000 tonnes de TNT, est libérée instantanément. En quelques fractions de secondes, la vie bascule. Au centre de la ville, la chaleur inouïe de la boule de feu carbonise tout. Dans l'hypocentre de l'explosion, la température s'élève à près de 4000 degrés. Ceux qui se trouvent sous le point de chute périssent, sans même se rendre compte de ce qui leur arrive. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont effacés en un claquement de doigts, comme s'ils n'avaient jamais existé. Dans un rayon de 2 kilomètres autour du point central, tout n'est que désolation. L'onde de choc fait voler les bâtiments en éclats, des vents de 300 à 800 km/h dévastent les habitations et la vague de feu déclenche des incendies dans ce qui reste de la ville. Hiroshima n'est plus qu'un tas de gravats et de cendres. Dans le cockpit du B-29 Enola Gay, Bob Lewis, le copilote, contemple avec effroi le champignon atomique qui s'élève. Il s'exclame « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Lorsque Yamaguchi rouvre les yeux, tout est sombre. La ville a été plongée dans l'obscurité. Le jeune homme ne réalise pas ce qu'il vient de se passer. Il peine à voir quoi que ce soit. Les débris et la poussière soulevés par l'explosion atomique ont créé un voile de mort qui masque le soleil. L'air est âcre, irrespirable. Des cendres et une pluie noirâtre de particules radioactives retombent sur le survivant. Son calvaire ne fait que commencer. Péniblement, Yamaguchi réussit à se relever. Il est gravement blessé.
Ses avant-bras et son visage sont brûlés et ses tympans ont explosé. Déboussolé, tremblant, vacillant, le Japonais est perdu. Soudain, l'homme s'arrête net et écarquille les yeux. Un drôle de nuage en forme de champignon s'élève à moins de 2 kilomètres de là. Tant bien que mal, l'ingénieur parvient à rejoindre le chantier naval et retrouve Akira Iwanaga et Kuniyoshi Sato, 2 collègues de travail qui ont également survécu à l'explosion atomique. Les 3 hommes contemplent médusés la ville réduite en cendres et passent la nuit dans un abri antiaérien. 7 août 1945, minuit 15. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. 16 heures après l'explosion de la bombe de Hiroshima, Harry Truman, président des États-Unis, s'exprime. Il révèle publiquement l'existence de la bombe nucléaire. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. 7 août 1945, 7 heures du matin. L'horreur. Yamaguchi, qui a décidé de rejoindre la gare ferroviaire de la ville, quitte son abri de fortune et découvre avec effroi la scène d'apocalypse. Sur son chemin, il traverse un décor cauchemardesque. De part et d'autre de la ville réduite en miettes, des feux, quelques squelettes de bâtiments et surtout des corps fondus sur les routes. La plupart des ponts ne sont plus qu'un inextricable amas de ferraille. Quand Yamaguchi et ses 2 acolytes atteignent le fleuve Ota, une vision d'enfer s'offre à eux. Yamaguchi raconte. On aurait dit des radeaux humains. Lorsque la marée montait, ces amas de corps étaient emportés en amont du fleuve, et lorsque le niveau des eaux descendait, ces radeaux humains étaient à nouveau entraînés vers la mer. Tous les bras du fleuve étaient infestés de cadavres. Yamaguchi atteint la gare, qui a été en partie épargnée par l'explosion. Le survivant monte dans un train bondé de blessés à l'agonie. Dans la nuit du 7 au 8 août, il part pour Nagasaki, situé à 300 km de là. Le rescapé miraculeux arrive à Nagasaki aux premières lueurs du jour. Il ne le sait pas encore, mais le destin va une nouvelle fois s'acharner contre lui. À son arrivée, Yamaguchi est immédiatement transporté à l'hôpital. Le survivant souffre terriblement de ses blessures. Son corps est recouvert de cloques purulentes, ses plaies se sont infectées et la fièvre s'est emparée de lui. Le médecin qui le prend en charge, un ancien camarade de classe, ne le reconnaît même pas. Les brûlures noires qui recouvrent les bras et le visage de Yamaguchi le rendent méconnaissable. Le corps meurtri, bandé de la tête aux pieds, le jeune ingénieur rentre chez lui et retrouve sa mère, sa femme et son enfant. Soulagé, ses proches peinent néanmoins à le reconnaître. Sa mère raconte « C'est le fantôme de mon fils qui nous rendait visite. » Tsutomu Yamaguchi parvient tout juste à mettre des mots sur l'horreur qu'il a vécue. Épuisé, le survivant s'effondre. 9 août 1945, 11h02. Bien que souffrant, Yamaguchi s'extirpe de son lit. Au bord de l'évanouissement, l'homme se rend malgré tout dans les bureaux de Mitsubishi, au centre de Nagasaki. Le corps toujours enveloppé dans les bandages, il rejoint son poste de travail. À la fin de la matinée, l'ingénieur est en pleine réunion avec son patron. Le jeune rescapé décrit l'horreur qu'il a vécue à Hiroshima. Le flash blanc, l'explosion assourdissante, l'onde de choc et le champignon. Son supérieur refuse de le croire. Il l'accuse d'être fou. Comment une seule bombe pourrait-elle réduire en miettes toute une ville? Yamaguchi ne se laisse pas déstabiliser et reprend ses explications. Alors que le jeune homme essaie de décrire l'explosion de Hiroshima, un flash iridescent illumine le paysage de Nagasaki. À nouveau, un bruit assourdissant retentit. À nouveau,
une onde de choc souffle tout sur son passage. À nouveau, le néant. La malchance vient de frapper une deuxième fois Yamaguchi. 3 jours après avoir été touché par la première bombe atomique du conflit, l'homme se situe à 1 kilomètre de l'hypocentre de la seconde bombe atomique de la guerre. Encore plus puissante que Little Boy, Fat Man extermine des dizaines de milliers d'habitants sur le coup. Toutefois, les collines entourant la ville réduisent l'effet dévastateur de la bombe. Yamaguchi se jette au sol quelques secondes avant que l'onde de choc ne pulvérise les fenêtres du bâtiment. Tous les bandages qui recouvraient son corps sont soufflés. Ses plaies se retrouvent à vif. Yamaguchi s'enfuit de l'immeuble des bureaux de Mitsubishi, réduit à un état de squelette, et traverse le champ de ruines jusque chez lui. Il s'attend au pire. Sa maison n'est plus qu'un tas de débris. Heureusement, sa femme a trouvé refuge avec son enfant dans un tunnel. Pendant 6 jours, le couple et leur bébé se terrent dans un abri anti-aérien. L'état de santé de Yamaguchi s'aggrave. Les doses de radioactivité subies par son corps sont terribles. Il vomit. La gangrène a infecté ses bras. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonce sur toutes les ondes radio du pays la reddition sans condition du Japon. Yamaguchi raconte. Je ne ressentais ni joie ni tristesse. J'étais terriblement malade, pris par la fièvre. Je n'arrivais plus à manger, c'était presque impossible de boire. Je pensais que j'étais sur le point de basculer de l'autre côté. Le jeune homme parvient tout de même à survivre et à se remettre de ses blessures. Il n'arrivera toutefois jamais à effacer le traumatisme psychologique qu'il a subi. Le vieil homme aux cheveux blancs est assis dans son salon. Un crayon à la main, il se penche au-dessus de ses feuillets. Il relit une dernière fois ses notes. 90 pages pour décrire le cauchemar qu'il a vécu plus d'un demi-siècle plus tôt. À 90 ans, Tsutomu Yamaguchi s'apprête, pour la première fois de son existence, à révéler son histoire. Pendant 60 ans, l'homme s'est muré dans le silence. Tout comme plusieurs centaines de milliers de Japonais ayant survécu aux bombardements atomiques, Yamaguchi est un Ibakusha, une personne affectée par la bombe. Ces survivants sont victimes de discrimination, car leur santé les rend fragiles et l'on craint que leur maladie ne soit héréditaire. Pour préserver la réputation de sa famille, Yamaguchi a choisi de sacrifier son histoire. Mais un événement dramatique fait tout basculer. Au début des années 2000, son fils est emporté par un cancer généralisé. En son fort intérieur, Yamaguchi est persuadé que cette perte est la conséquence du bombardement nucléaire auquel son enfant a été exposé lorsqu'il avait à peine 5 mois. Yamaguchi est dévasté. Mais contre toute attente, il puise une force inébranlable dans ce drame. C'est ainsi qu'il décide de sortir de son silence. 黒焦げにない泣くこともできないで身を閉じた幼子たちかろうじて死を免れた人々も体に癒すことのできない深い傷をおい今なお原爆後あと生涯に苦しみ死の恐怖に怯えています。原子爆弾によって
Il consacre toute son énergie à prôner la paix et le démantèlement des arsenaux nucléaires. La même année, le Japonais s'envole pour New York, son premier voyage hors du Japon. Il a été invité pour prononcer un discours à la tribune de l'ONU. À son arrivée sur le sol américain, Yamaguchi ne peut s'empêcher de se sentir en territoire ennemi. Il n'a jamais pu pardonner au gouvernement américain d'avoir fait autant de morts et d'avoir rasé 2 villes avec leurs bombes atomiques. Mais Yamaguchi n'a aucun ressentiment envers le peuple américain. 日本のことわざに2度あることは3度あるというのがありますが、絶対に3度目の被爆があってはならないと思います。 Jusqu'à son dernier souffle, Yamaguchi continue son combat et raconte son histoire. À chaque fois qu'il s'adresse à son audience, l'homme n'arrive pas à contenir son émotion, brisé par la résurgence de ses souvenirs. Yamaguchi termine chaque intervention par sa phrase favorite. All for one, one for all. Un appel à l'unité de l'humanité, qui doit, quelle que soit la couleur de peau ou les origines, se rassembler dans la paix et l'amour. Gravement malade d'un cancer de l'estomac, Yamaguchi est hospitalisé. L'état de santé du vieil homme se dégrade rapidement. Néanmoins, depuis son lit d'hôpital, Yamaguchi continue son combat. Le vieillard donne des interviews et répond aux courriers qu'on lui envoie. Le 4 janvier 2010, Tsutomu Yamaguchi s'éteint à l'âge de 93 ans. Quelques jours plus tôt, il avait dit devant les caméras d'une télévision « Nous devons délivrer au monde un message anti-nucléaire. Ce qui doit l'emporter, c'est la vérité et la conviction. Ma mission est terminée. » Il faut savoir que le Japon a officiellement reconnu Tsutomu Yamaguchi comme victime des 2 bombes atomiques qu'en 2009, soit à peine 1 an avant sa mort. Aujourd'hui encore, c'est la seule victime officielle de ces 2 bombes nucléaires, mais il faut savoir qu'officieusement, on compte 165 personnes qui ont connu le même sort que Yamaguchi. Comme vous avez pu le voir dans le récit, Tsutomu Yamaguchi a été profondément traumatisé par les 2 bombardements nucléaires et il a dû vivre toute sa vie avec ce souvenir horrible. Pour mieux supporter ces images qui restaient dans sa tête, il est devenu poète et il s'est mis à écrire des petits poèmes japonais. Je vous propose d'en lire un. Les humains meurent tous, entassés et brûlés. La graisse qui soigne d'eux se répand sur la terre qui ne séchera jamais. Les amis, j'ai été profondément bouleversé en découvrant l'histoire de Yamaguchi et en regardant ses témoignages. Et avec toute l'équipe de Mami Twink, on s'est dit que c'était notre devoir de transmettre son récit, de vous faire peut-être découvrir cet homme. Et on est très heureux d'avoir pu réaliser cet épisode très spécial. J'en profite au passage pour remercier Lina, qui a accepté de collaborer avec nous pour cet épisode. Ils nous ont fourni leurs images d'archives et un de leurs documentalistes nous a accompagnés dans la recherche d'images pour illustrer nos propos. On a été très heureux de collaborer avec eux et donc au nom de toute l'équipe, on les remercie. J'en profite aussi pour remercier Pierre-Alain de Garrigue qui a accepté de raconter le récit de Tsutomu Yamaguchi. Exceptionnellement, ce n'était pas Zekaria, mais Pierre-Alain qui vous a conté ce texte. Si sa voix vous a marqué, eh bien sachez que Pierre-Alain a une chaîne YouTube où il fait plein d'autres vidéos sur l'univers de la voix et je vous propose de la découvrir en description. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode d'Histoire de guerre. J'espère sincèrement qu'il vous a touché et qu'il vous a marqué. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines histoires de guerre ou à laisser un commentaire car c'est toujours un plaisir de lire vos retours. Merci vraiment pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les histoires de guerre et ça nous touche vraiment parce qu'on y met énormément d'énergie et ça fait plaisir de voir autant de gens regarder les vidéos, donc on est extrêmement touchés. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et d'ici là, portez-vous bien.
Do not forget to subscribe to our channel.